Mon mari a demandé le divorce après la mort de mon père, pensant qu'il avait droit à la moitié de l'héritage qui m'était légué. Mais il n'avait pas prévu une chose. Je m'appelle Amélie, et je dois vous raconter l'expérience la plus douloureuse et pourtant la plus libératrice de ma vie. Tout a commencé par de petits détails que j'aurais dû remarquer, mais que j'ai choisi d'ignorer. Mon père, Jacques, n'avait jamais été un grand bavard. Mais en présence de mon mari, Julien, ses silences devenaient presque assourdissants lors de nos dîners dominicaux dans sa modeste maison de la banlieue bordelaise. Papa hochait poliment la tête quand Julien se lançait dans l'explication de ses derniers projets d'affaires. Mais je surprenais ces moments où ses mains burinées s'arrêtaient au moment d'attraper sa tasse de café, ses yeux gris scrutant mon mari avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Amélie, ton père a l'air distrait ces derniers temps », disait Julien sur le chemin du retour, sa voix trahissant cette légère pointe d'agacement que j'avais appris à reconnaître. Peut-être qu'il devient trop vieux pour suivre une vraie conversation. Je prenais la défense de papa, bien sûr. Il était juste fatigué par le travail. Ses projets d'ingénierie l'épuisaient. Mais au fond de moi, ces graines de doute plantées par Julien commençaient à prendre racine. Papa devenait-il asocial? Était-il jaloux de notre mariage? Les signes étaient partout si j'avais voulu les voir. Quand Julien évoquait son idée d'acheter et de rénover des maisons dans le quartier branché des Chartrons, la fourchette de papa restait suspendue au-dessus de son rôti, et il posait des questions pointues. Quelle expérience as-tu avec les permis de construire, ou quel est ton plan de secours si le marché immobilier s'effondre? Ce n'étaient pas les questions innocentes d'un beau-père curieux. C'étaient des tests. Julien en riait. Ton père regarde trop les chaînes d'information en continu, chérie. Tous ces discours économiques catastrophistes. Il me serrait la main à travers la table. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas l'optimisme. Mais les questions de papa se faisaient de plus en plus précises. Combien de propriétés as-tu rénovées et revendues avec succès? Peux-tu me montrer les marges bénéficiaires de ton dernier projet? Quelle licence d'entrepreneur possèdes-tu? Chaque question était comme le scalpel d'un chirurgien, précise et révélatrice. Les réponses de Julien devenaient de plus en plus vagues, parsemées d'expressions comme « phase d'étude de marché » et « construction des bons partenariats ». Je me souviens d'une soirée particulièrement tendue où Julien est arrivé avec une fausse Rolex flambant neuve achetée sur Internet. Les yeux de papa se sont immédiatement fixés dessus. « Belle montre », a-t-il dit doucement. « Merci. Bon œil, Jacques. C'est important de projeter l'image du succès, tu sais. Les clients ont besoin de voir que tu es sérieux. » Papa a hoché la tête lentement, mais je l'ai surpris en train de regarder sa propre lippe modeste, la même qu'il portait depuis 15 ans. Plus tard, en débarrassant la table, il m'a demandé en privé, « Comment se porte ton compte épargne, ma puce ?»« Très bien, papa. »« Pourquoi ?»« Juste pour savoir. Ta mère disait toujours qu'il fallait garder quelque chose de côté. On ne sait jamais. » J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû prêter attention à la façon dont sa mâchoire se crispait chaque fois que Julien parlait d'argent, ou à la façon dont ses questions devenaient plus incisives chaque semaine. Papa n'était pas difficile ni asocial. Il essayait de me protéger de quelque chose qu'il voyait, mais que j'étais trop aveugle pour reconnaître. Pour lui, ces dîners du dimanche n'étaient pas seulement des moments en famille. C'étaient des missions de reconnaissance, pour recueillir des informations sur l'homme qui avait épousé sa fille. En y repensant aujourd'hui, je vois tous les signaux d'alarme que papa essayait de m'envoyer. La façon dont il s'excusait discrètement dès que Julien commençait à parler de ses gros contrats. Comment il changeait de sujet quand mon mari mentionnait des achats coûteux. La prudence avec laquelle il m'interrogeait sur nos finances communes, sondant toujours avec douceur mes persévérances. Mais j'étais tellement occupé à défendre mon mariage, à prouver que papa avait tort d'être méfiant, que j'ai manqué le véritable message qu'il essayait de me faire passer. Il ne désapprouvait pas Julien par surprotection ou par jalousie. Il essayait de me sauver d'un homme dont l'intérêt pour moi n'était peut-être pas aussi sincère que je le croyais. L'appel est arrivé à 6h47 un mardi de mars. Je préparais des œufs brouillés quand mon téléphone a sonné avec cette tonalité stridente qui, d'une manière ou d'une autre, annonce toujours de mauvaises nouvelles. « Madame, ici le docteur Martin du CHU Pellegrin. Votre père a été admis il y a environ 1 heure. Crise cardiaque. Massive. » Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais papa était parti avant même que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. À 68 ans,
il s'était simplement effondré dans sa cuisine en préparant son café matinal. La cafetière à piston était encore chaude quand les pompiers sont arrivés. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette première journée, si ce n'est d'avoir été assise sur le parking de l'hôpital, sanglotant sur l'épaule de Julien pendant qu'il me frottait le dos en prononçant les paroles réconfortantes de circonstance. Je suis tellement désolé, mon amour. C'était un homme bien. Nous allons traverser ça ensemble. Mais même dans mon chagrin, j'ai remarqué à quelle vitesse Julien est passé en mode organisationnel. Alors que j'arrivais à peine à fonctionner, il faisait déjà des listes, appelait les pompes funèbres, posait des questions pratiques sur les affaires de papa. Ne t'inquiète de rien de tout ça, répétait-il. Je m'occupe de tout. Aux pompes funèbres Les Jardins de la Paix, Julien a charmé le directeur avec son attitude de leader. Nous voulons quelque chose de digne mais sans ostentation, a-t-il dit en me serrant la main. Jacques était un homme pragmatique. Puis, presque comme une réflexion après coup, il avait une belle collection de matériel de pêche vintage et ses magnifiques montres anciennes, de véritables pièces de collection. Le directeur des pompes funèbres a hoché poliment la tête, mais j'ai ressenti un étrange frisson. Pourquoi Julien parlait-il des affaires de mon père à un inconnu? Pendant la veillée funèbre, Julien s'est mêlé sans effort aux collègues et aux voisins de papa, acceptant les condoléances et partageant des anecdotes que je ne lui avais jamais entendu raconter auparavant. Jacques était comme un second père pour moi, a-t-il dit à Madame Tardieu, la voisine. Nous passions des heures à discuter de ses stratégies d'investissement. Un esprit brillant pour la finance. C'était une nouvelle pour moi. Papa n'avait jamais mentionné avoir discuté d'investissement avec Julien. En fait, je ne me souvenais pas qu'ils aient jamais eu une conversation privée de plus de 5 minutes. Il m'a montré sa collection d'articles de pêche le mois dernier, a poursuivi Julien à l'attention de Monsieur Dupont, du cabinet d'ingénierie de papa. Ces moulinets vintage valent des milliers d'euros à eux seuls. Et ne me lancez pas sur ces montres suisses qu'il collectionnait. J'ai dévisagé mon mari. Papa n'avait jamais montré son matériel de pêche ni ses montres à Julien. Ces objets étaient gardés dans le placard de sa chambre, des trésors qu'il chérissait depuis la mort de ma mère, mais qu'il exposait rarement. Comment Julien savait-il même qu'ils existaient? Mais le deuil a cette façon de vous faire remettre en question vos propres souvenirs. Peut-être avais-je oublié. Peut-être que papa lui avait montré ces choses quand je n'étais pas là. Peut-être que j'étais juste dépassé et que j'imaginais des problèmes là où il n'y en avait pas. La cérémonie a été magnifique. Les collègues de papa ont partagé des histoires sur sa rigueur, son leadership tranquille, son dévouement à chaque projet. Madame Tardieu a raconté comment il avait réparé sa clôture cassée sans qu'elle le lui demande. Monsieur Leroy, de l'épicerie, a mentionné que papa donnait toujours un gros pourboire aux jeunes emballeurs pendant les fêtes. Pendant tout ce temps, Julien est resté à mes côtés, le gendre endeuillé parfait. Il a même prononcé un éloge touchant sur la sagesse et la générosité de papa. Les gens n'arrêtaient pas de me faire des compliments après coup. Vous avez un mari merveilleux. Jacques serait si fier de voir comment il prend soin de vous. S'ils avaient su. Plus tard cette nuit-là, alors que je pleurais dans mon oreiller, j'ai entendu Julien au téléphone dans la cuisine. Sa voix était étouffée mais traversait nos murs fins. Ouais, ça prendra quelques semaines pour tout trier, mais d'après ce que j'ai vu, il y a de la valeur, c'est sûr. Rien que les montres. Puis un silence suivi de « Non, elle ne sait pas encore. Vaut mieux la laisser faire son deuil d'abord. » J'aurais dû le confronter sur le champ. Mais j'étais épuisé, le cœur brisé, et je voulais désespérément croire que mon mari était simplement pragmatique concernant les dispositions nécessaires. Parfois, on se convainc de mensonges parce que la vérité semble trop dévastatrice à affronter. Je me suis dit qu'il parlait probablement à son frère pour l'aider dans la logistique de la succession, qu'il était juste méticuleux, organisé, attentionné. Mais au fond de moi, quelque chose clochait dans la façon dont il avait si rapidement catalogué les biens de papa, dans la familiarité avec laquelle il avait parlé d'objets qu'il n'était pas censé avoir vus. 4 semaines après les funérailles, le notaire de longue date de papa, maître Robert Mathieu, a appelé pour organiser une réunion concernant la succession. J'appréhendais cette conversation, supposant qu'il y aurait tout juste assez d'argent pour couvrir les derniers frais et peut-être un petit souvenir ou deux. Madame, pourriez-vous venir jeudi après-midi avec votre mari? Il y a des questions importantes à discuter concernant le testament de votre père. Julien a insisté pour conduire, même si l'étude Mathieu et associés n'était qu'à 10 minutes de notre appartement.
tu es encore trop émotive pour gérer des trucs juridiques, a-t-il dit en ajustant sa cravate dans le rétroviseur. Heureusement que je serai là pour t'aider à tout comprendre. Maître Mathieu s'occupait des affaires de mon père depuis plus de 20 ans. Un homme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, qui gérait les modestes affaires de mes parents depuis que j'étais adolescente. Son bureau sentait le vieux cuir et le café, les murs étaient tapissés de codes de loi qui semblaient être là depuis les années 1980. Amélie, je vous présente toutes mes condoléances, a dit le notaire en nous invitant à nous asseoir dans les fauteuils usés face à son imposant bureau en chêne. Votre père était l'un de mes clients les plus méticuleux, toujours préparé, toujours à anticiper l'avenir. Il a ouvert un épais dossier cartonné. Bien, j'ai des informations qui pourraient vous surprendre. Le patrimoine de votre père est considérablement plus important que vous ne l'imaginiez. J'ai senti la main de Julien trouver la mienne, lui donnant ce que je pensais être une pression de soutien. Important à quel point, a demandé Julien en se penchant légèrement en avant. Maître Mathieu a ajusté ses lunettes de lecture. Le total des liquidités s'élève à environ 850 000 €. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce. 850 000 €? C'était impossible. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré. Papa était ingénieur, pas millionnaire. Il a vécu dans la même petite maison pendant 30 ans. Il roulait dans une Renault Mégane de 15 ans. Maître Mathieu a souri doucement. Votre père était exceptionnellement discipliné avec son argent, Amélie. Il a vécu bien en dessous de ses moyens pendant des décennies. Entre son salaire, des investissements prudents dans des assurances-vie, et le capital d'essai de l'époque où votre mère est partie, il s'est constitué un beau pécule. Il voulait s'assurer que vous seriez à l'abri du besoin. La poigne de Julien sur ma main s'est resserrée. 850 000, a-t-il répété lentement, comme pour tester la sensation de ces mots dans sa bouche. La majeure partie se trouve dans des placements sécurisés, une part sur des comptes à terme, et environ 50 000 € sur un livret disponible, a poursuivi le notaire. Très stable, très sûr. L'approche classique de Jacques. Rien d'extravagant, mais une croissance constante sur 30 ans. J'essayais encore d'assimiler cette information quand Maître Mathieu a sorti un autre document. Il y a quelques conditions attachées à cet héritage, que je vais vous expliquer en détail, mais tout d'abord, avez-vous des questions immédiates? La voix de Julien avait une dureté que je ne lui avais jamais connue. Des clauses standards de succession, a dit Maître Mathieu d'un ton neutre. Votre père a été très pointilleux pour s'assurer que ses volontés soient suivies à la lettre. Je suis restée assise là, stupéfaite. 850 000 €. Papa n'avait jamais laissé entendre qu'il possédait une telle somme. Il m'avait appris à être économe, à épargner chaque centime, à éviter les dettes. J'avais supposé que c'était parce que nous devions faire attention, pas parce qu'il bâtissait une fortune pour mon avenir. Quand Amélie pourra-t-elle accéder au fonds, a demandé Julien, son personnage d'homme d'affaires soudainement très évident. Maître Mathieu l'a regardé en fronçant légèrement les sourcils. Eh bien, cela dépend des conditions que j'ai mentionnées. Jacques a été très spécifique sur le moment et la manière dont ces fonds doivent être distribués. Quelque chose dans le ton du notaire m'a fait sortir de ma torpeur. Il y avait une gravité, un poids dans ces mots qui suggéraient que ce n'étaient pas des conditions ordinaires. Quel genre de conditions, ai-je demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maître Mathieu a jeté un regard à Julien, puis à moi, avant d'ouvrir le document à une page précise. Peut-être devrions-nous les examiner ensemble attentivement. Votre père a longuement réfléchi à ces dispositions, et elles sont assez singulières. Le trajet de retour depuis l'étude fut étrangement silencieux. Julien serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. 850 000 €. Ce chiffre résonnait dans mon esprit comme un mantra dont je ne pouvais me défaire. Tu y crois, toi, ai-je fini par dire alors que nous nous garions devant notre résidence. Pendant toutes ces années, papa a secrètement bâti cette fortune pour moi. Je n'en avais aucune idée. Julien s'est garé et s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'une intensité que je voyais rarement. C'est incroyable, Amélie. Ton père était de toute évidence beaucoup plus intelligent qu'on ne le pensait. Il a fait une pause, puis a ajouté avec un sourire, nous allons pouvoir faire tellement de choses avec cet argent. Nous. Le mot est resté coincé dans mon esprit, mais j'ai balayé ce malaise. Après tout, nous étions mariés.
Bien sûr qu'il considérerait cela comme notre argent. Mais ce soir-là, tout a changé. Julien a étalé des magazines immobiliers sur la table de la cuisine, entourant des SUV de luxe et des équipements de camping qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. « Regarde cette beauté », a-t-il dit en pointant du doigt un Range Rover Sport. 70 000 €, toutes options, parfait pour ces week-ends dont nous parlons tout le temps. J'ai fixé l'étiquette de prix. Julien, c'est presque 70 000 €. Nous devrions peut-être être plus prudents. Prudent? Il a ri, mais le rire était tranchant. Bébé, on vient d'hériter de près d'1 million d'euros. On peut se permettre de vivre un peu. Dans les jours qui ont suivi, ces suggestions sont devenues de plus en plus extravagantes. Une rénovation complète de la cuisine avec des plans de travail en granit et de l'électroménager professionnel. Un bateau pour aller pêcher sur le bassin d'Arcachon. Du matériel de camping haut de gamme. Il s'est soudainement découvert une passion pour les montres de créateur afin de remplacer sa fausse Rolex. Ton père voudrait qu'on profite de cet argent, disait-il chaque fois que j'exprimais des hésitations. Il a travaillé dur toute sa vie pour que tu aies un avenir meilleur. Mais quelque chose sonnait faux dans la façon dont Julien prévoyait de dépenser les économies d'une vie de mon père. Ce n'était pas l'homme prudent et pragmatique que j'avais épousé 3 ans plus tôt. C'était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Impulsif, exigeant, presque avide. Quand j'ai suggéré que nous devrions placer la majeure partie de l'argent et n'en dépenser qu'une petite portion, l'attitude de Julien a radicalement changé. Le mari endeuillé et d'un grand soutien a disparu, remplacé par quelqu'un de froid et calculateur. « Tu es ridicule, Amélie », m'a-t-il sèchement répondu quand j'ai parlé de garder l'essentiel de l'héritage dans des placements sûrs, comme l'avait fait papa. C'est notre chance de vraiment construire quelque chose, de changer de vie. Construire quoi, exactement, ai-je demandé. Un portefeuille immobilier. Cette entreprise de marchand de biens dont je t'ai parlé. On pourrait acheter 3 ou 4 biens, les retaper, et doubler notre mise en 2 ans. Je lui ai rappelé qu'il n'avait jamais réellement rénové de maison, qu'il n'avait aucune expérience dans le bâtiment, aucune qualification d'artisan, aucun bilan à présenter. Sa réponse a été de m'accuser de ne pas croire en lui, d'être négative et d'un manque de soutien total, exactement comme mon père l'avait été. Ces accusations m'ont blessé car elles étaient tellement injustes. Papa n'avait jamais manqué de soutien. Il avait été prudent. La nuance était de taille, et je commençais seulement à la comprendre. Julien s'est mis à prendre des décisions unilatérales. Il a ramené des brochures pour des séjours hors de prix au Costa Rica et en Thaïlande. Il a pris rendez-vous avec des concessionnaires de bateaux sans m'en parler. Il a même versé un acompte sur une moto, affirmant que c'était juste pour la réserver en attendant que nous puissions accéder à l'argent de l'héritage. Quand j'ai protesté, il est devenu boudeur et distant. Les petites attentions qui rendaient notre mariage agréable m'apporter le café le matin, me demander comment s'était passée ma journée, me tenir la main devant la télé où tout a disparu. Nos conversations se concentraient uniquement sur l'argent et la façon de le dépenser. Tu agis comme si cet héritage était un fardeau au lieu d'être une bénédiction, a-t-il lancé un soir après que j'ai suggéré d'attendre 6 mois avant de faire de gros achats. Peut-être que le chagrin affecte ton jugement plus que tu ne le réalises. C'était d'une grande cruauté, et cela a révélé une part hideuse de mon mari que je n'avais jamais vue auparavant. Le masque glissait, et en dessous se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui voyait la mort de mon père non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité financière. La transformation était complète 6 semaines après la mort de papa. L'homme que j'avais épousé, celui qui avait l'habitude de m'apporter des fleurs sauvages ramassées lors de nos promenades, qui me massait les pieds après de longues journées à mon cabinet d'expertise comptable, qui faisait des blagues idiotes juste pour me voir sourire, avait été remplacé par un étranger obsédé par la dépense d'un argent auquel nous n'avions même pas encore accès. Julien est devenu de plus en plus agressif face à ce qu'il appelait mon « égoïsme » concernant l'héritage. Il ramenait le sujet de l'argent sur le tapis à chaque conversation, peu importe que le sujet n'ait rien à voir. Si je disais que j'étais fatigué par le travail, il répliquait « Eh bien, quand on aura cet argent, tu n'auras plus à t'inquiéter de ce boulot sans avenir. » Si je proposais de dîner à la maison au lieu d'aller au restaurant, il répondait « Pourquoi fais-tu ta radine alors qu'on va être riche ?» Le pire, c'était la façon dont il utilisait mon deuil comme une arme contre moi. « Tu ne penses pas clairement » est devenue sa phrase fétiche chaque fois que je n'étais pas d'accord avec ses plans de dépenses. La perte de ton père a de toute évidence altéré ton jugement.
Tu devrais peut-être me laisser gérer les décisions financières pendant un moment. Notre appartement est devenu une zone de guerre faite de ressentiments non dits. Julien claquait les portes des placards quand j'entrais dans la cuisine. Il montait le son de la télé quand j'essayais de lui parler. Il a arrêté de me dire bonjour ou bonne nuit, me traitant comme une colocataire qu'il tolérait à peine plutôt que comme sa femme. Le point de rupture est arrivé quand j'ai découvert qu'il appelait des concessionnaires automobiles, leur disant que nous étions sur le point de toucher un gros héritage, et se renseignant sur les options de financement pour des véhicules de luxe. Il avait donné mon nom et mon numéro de téléphone comme co-emprunteuse. Comment as-tu pu faire ça sans me demander, l'ai-je confronté après qu'un vendeur de chez BMW ait appelé chez nous pour savoir quand nous voulions programmer l'essai du SUV de luxe pour lequel Julien s'était renseigné. J'ai pris les devants, a-t-il rétorqué, pour que tout soit prêt et qu'on puisse agir vite quand l'argent sera débloqué. Certains d'entre nous pensent à l'avenir au lieu de se complaire dans le passé. Me complaire dans le passé? Julien, mon père est mort il y a 2 mois. Je suis encore en deuil. Et moi j'essaie de nous aider à construire un avenir, a-t-il hurlé, le visage rouge de frustration. Mais tu es tellement coincé dans la mentalité paranoïaque et radine de ton père que tu es incapable de voir les opportunités qui s'offrent à nous. C'est là que j'ai su que quelque chose de fondamental s'était brisé dans notre relation. Il n'était pas juste déçu pour l'argent. Il m'en voulait de ne pas avoir immédiatement accepté de le dépenser comme il le voulait, comme si je lui devais quelque chose. Le silence pesant a commencé le lendemain. Julien partait au travail sans dire au revoir, rentrait à la maison et allait directement sur son ordinateur sans me prêter attention, et dînait en faisant défiler l'écran de son téléphone au lieu de parler. Quand j'essayais d'engager la conversation, il répondait par des mots monosyllabiques ou de lourds soupirs qui montraient clairement que ma présence l'irritait. Mais j'ai remarqué qu'il passait beaucoup de temps sur son ordinateur portable, l'écran tourné pour que je ne puisse pas le voir. Quand je passais derrière lui, il minimisait rapidement les fenêtres ou fermait complètement le navigateur. Son téléphone, qui traînait autrefois nonchalamment sur notre table basse, était désormais toujours face contre table et protégé par un mot de passe. Camille, ma meilleure amie depuis l'université, m'a finalement fait remarquer à quel point je m'étais renfermé. Tu ne réponds plus à mes SMS depuis 2 semaines, a-t-elle dit en débarquant chez moi à l'improviste un soir. Et tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai craqué et je lui ai tout raconté sur l'héritage, sur la transformation de Julien, sur la façon dont il était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Camille a écouté avec une inquiétude grandissante, posant parfois des questions de clarification qui m'ont fait réaliser à quel point la situation s'était dégradée. Amélie, a-t-elle dit finalement, ce n'est pas un comportement de deuil normal. Les gens ne deviennent généralement pas des prédateurs financiers quand leur conjoint hérite. A-t-il toujours été comme ça avec l'argent? J'y ai réfléchi honnêtement pour la première fois. La réponse était complexe. Julien avait toujours été attiré par les combines pour s'enrichir rapidement et les gadgets hors de prix, mais j'avais mis ça sur le compte d'une ambition normale. Maintenant, je me demandais s'il y avait eu des signes avant-coureurs que j'avais manqués, des schémas que j'avais ignorés parce que je voulais croire au meilleur concernant l'homme que j'avais épousé. Peut-être que ton père a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir, a dit Camille doucement. Peut-être que toutes ces questions qu'il posait n'étaient pas de la jalousie ou de la surprotection. Peut-être qu'il essayait de te protéger. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté de mon mari, qui ressemblait désormais à un étranger, je me suis enfin avoué que notre mariage était peut-être en grand danger, et que l'instinct de papa au sujet de Julien avait peut-être été le bon depuis le début. 3 semaines après ma conversation avec Camille, j'ai fait une découverte qui a anéanti ce qui restait de ma foi en mon mariage. Julien avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche, et j'ai remarqué que plusieurs onglets du navigateur étaient encore ouverts. Mes yeux ont accroché des termes familiers, avocat spécialisé en divorce Bordeaux, droit des successions patrimoine propre époux, et prestations compensatoires et biens hérités. Mes mains tremblaient pendant que je parcourais son historique de navigation. Des pages et des pages de recherche sur le droit du divorce en France, sur la façon dont les biens hérités sont évalués lors de la dissolution du mariage, et même des requêtes très spécifiques comme épouse hérite avant divorce et pourcentage conjoint sur héritage. Il ne faisait pas que des recherches occasionnelles. Certains de ces sites avaient été mis en favoris. Il y avait des PDF téléchargés avec des titres comme protéger ses droits lors d'un divorce à fort enjeu financier et maximiser le résultat d'une prestation compensatoire. La recherche la plus récente, datant d'à peine 2 heures, était « Meilleurs avocats divorce Bordeaux affaire d'héritage ».
J'ai eu la nausée. Pendant que je pleurais mon père et essayais de sauver notre mariage, Julien planifiait méthodiquement notre divorce. Non pas parce qu'il était malheureux, non pas parce que nous avions des différends irréconciliables, mais parce qu'il pensait pouvoir récupérer une part de l'argent de papa grâce à des procédures judiciaires. L'eau de la douche coulait encore, alors j'ai rapidement ouvert sa boîte mail. Ce que j'y ai trouvé était encore pire. Des brouillons de mails adressés à des avocats spécialisés en divorce, jamais envoyés mais clairement rédigés. L'un d'eux, particulièrement accablant, disait « Ma femme a récemment hérité d'une somme substantielle, plus de 850 000 €, et se montre déraisonnable quant au partage des biens du couple. J'ai besoin de connaître mes droits et la meilleure stratégie pour protéger mes intérêts. » Un autre brouillon, destiné à son frère Marc, était plus honnête sur ses motivations. « Amélie est impossible à vivre avec l'argent, elle agit comme si tout lui appartenait sous prétexte que ça vient de son père. Le mariage est censé être un partenariat, non? Je la soutiens depuis 3 ans, et maintenant elle veut tout accaparer. Mon avocat dit que je pourrais avoir droit à une grosse soulte ou prestation si on se sépare. » L'eau s'est arrêtée de couler. J'ai tout fermé en vitesse et j'ai marché jusqu'au salon, le cœur battant à tout rompre, croyant qu'il allait exploser. Quand Julien est sorti de la salle de bain 20 minutes plus tard, les cheveux parfaitement coiffés et sentant son eau de Cologne préférée, j'étais assise sur le canapé, faisant semblant de lire un magazine. « Tu es debout tard » a-t-il dit sans vraiment me regarder. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je réussi à répondre. Il a hoché la tête, est allé vers son ordinateur et l'a fermé sans rien vérifier. Je vais me coucher. J'ai une réunion tôt demain. Je suis resté éveillé toute la nuit à fixer le plafond et à essayer de digérer ce que je venais d'apprendre. Mon mari, l'homme que j'avais promis d'aimer et de chérir, prévoyait de divorcer pour de l'argent. Pas parce qu'il était malheureux, pas parce que nous nous étions éloignés, mais parce qu'il voyait mon héritage comme son billet d'or vers une vie meilleure. Le lendemain matin, je me suis porté pâle au travail et je suis allé chez Camille. Je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert, et elle a écouté avec une colère et une incrédulité grandissantes. « Quel enfoiré calculateur » a-t-elle lâché quand j'ai terminé. « Amélie, tu te rends compte qu'il prépare ça depuis le jour où tu as appris pour l'héritage, n'est-ce pas? Peut-être même depuis la mort de ton père. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Son empressement soudain à aider pour les funérailles, sa connaissance détaillée des biens de papa, son passage immédiat à la notion de « notre argent » concernant l'héritage, ses recherches sur le droit du divorce. « Ton père essayait de te prévenir » a continué Camille. Toutes ces questions ciblées, toute cette méfiance. Il avait cerné la vraie nature de Julien. J'ai repensé aux interrogatoires prudents de papa lors de ses dîners du dimanche. Comment il s'enquérait de l'expérience commerciale de Julien, de son historique financier, de ses projets à long terme. Comment il m'avait discrètement posé des questions sur notre compte joint et si je gardais de l'argent de côté. À l'époque, j'avais pensé qu'il était fouineur ou surprotecteur. Je réalisais maintenant qu'il essayait d'évaluer si mon mari était digne de confiance concernant l'argent, concernant mon avenir. « Qu'est-ce que tu vas faire » a demandé Camille. Je ne savais pas. Une partie de moi voulait confronter Julien immédiatement, lui jeter son historique de navigation au visage et exiger une explication. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été façonnée par l'esprit stratégique et prudent de mon père, me disait d'être intelligente, de rassembler plus d'informations avant d'agir. J'ai besoin de comprendre exactement à quoi j'ai affaire, ai-je dit. Et j'ai besoin de me protéger. Cet après-midi-là, j'ai pris mon propre rendez-vous avec un avocat, pas pour divorcer, mais pour comprendre mes droits et mes options. J'ai également appelé Maître Mathieu pour lui poser des questions très précises sur le testament de mon père et sur ces mystérieuses conditions dont il avait parlé. En fait, Amélie, m'a dit le notaire lorsque je lui ai exposé mes inquiétudes, votre père avait anticipé exactement cette situation. Vous devriez peut-être revenir à l'étude pour que nous examinions le testament plus en profondeur. Il y a des dispositions que vous n'avez pas encore vues. En raccrochant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir. Peut-être que la protection de papa s'étendait au-delà de la tombe. Peut-être avait-il trouvé un moyen de me sauver d'une erreur qui aurait pu tout me coûter. 6 semaines après avoir découvert les recherches de Julien, il a finalement laissé tomber le masque. Je suis rentré du travail un jeudi soir pour le trouver assis à la table de la cuisine, des papiers étalés devant lui, ressemblant à un homme d'affaires sur le point de faire une présentation. « Il faut qu'on parle »
a-t-il dit sans lever les yeux des documents. J'ai posé mon sac à main et me suis assise en face de lui, l'estomac déjà noué par l'angoisse. Les papiers que je pouvais voir maintenant étaient des impressions de sites juridiques et ce qui ressemblait à des coordonnées de plusieurs cabinets d'avocats. J'ai réfléchi à notre situation, a-t-il commencé, d'un ton étrangement calme et professionnel. À l'héritage, à notre avenir, à ce qui est mieux pour nous deux. D'accord, ai-je dit prudemment. Je crois que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus. Il m'a enfin regardé, et ses yeux étaient froids, calculateurs. Tu as changé depuis la mort de ton père. Tu es devenue secrète, égoïste, déraisonnable avec l'argent. Franchement, tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Je l'ai dévisagé, sidéré par son audace. Je ne suis pas celle qui a changé, Julien. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tu ne peux même pas avoir une conversation rationnelle sur nos problèmes. Il a tapoté l'un des papiers. J'ai consulté des professionnels du droit, et ils m'ont aidé à comprendre que nous sommes tout simplement incompatibles en matière de planification financière et d'objectifs de vie. La façon clinique dont il parlait de notre mariage, comme s'il s'agissait d'une entreprise commerciale en faillite, m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas l'homme passionné qui m'avait fait la cour avec des dîners romantiques et des week-ends en amoureux. C'était quelqu'un qui traitait notre relation comme une transaction financière qui n'avait pas donné le rendement escompté. « Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement » ai-je demandé, bien que je le sache déjà. « Je veux le divorce. » Il l'a dit sur un ton si naturel, comme s'il commandait un café. « Je pense que c'est la meilleure solution pour nous deux. Tu pourras garder l'argent de ton père et être aussi avare que tu le souhaites avec. Et moi je pourrai trouver quelqu'un qui partage ma vision de la réussite et qui veut profiter de la vie. Juste comme ça. » Ma voix n'était qu'un murmure. « Amélie, sois honnête. As-tu été heureux ces derniers mois ? Parce que moi, non. Chaque conversation qu'on a se transforme en dispute sur l'argent. Tu as clairement fait comprendre que tu considérais ton héritage comme le tien uniquement, pas comme quelque chose sur lequel nous devrions construire notre avenir ensemble. » Sa manipulation mentale était stupéfiante. Il réécrivait l'histoire pour faire de moi la méchante d'une intrigue où c'était lui qui complotait notre divorce pour un gain financier. Je n'ai jamais dit que l'héritage était à moi seul, ai-je répondu. J'ai dit que nous devions être prudents. L'investir intelligemment, comme l'a fait mon père. J'ai dit qu'on ne devait pas le dilapider dans des jouets hors de prix et des projets commerciaux risqués. Et c'est exactement ce genre de mentalité étriquée qui détruit notre mariage. Sa voix s'est élevée, première faille dans sa façade stoïque. Ton père vivait comme un pingre. Il est mort seul dans une maison minuscule avec une fortune dont il n'a jamais profité. C'est ça que tu veux ? Devenir exactement comme lui. L'entendre dénigrer mon père, l'homme qui avait travaillé toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, qui avait sacrifié son propre confort pour me laisser à l'abri du besoin, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon père n'était pas un pingre, ai-je dit en me levant. Il était responsable. Il préparait mon avenir, s'assurait que je serais en sécurité. Quelque chose que tu n'as visiblement jamais fait. Julien s'est levé à son tour, et pour la première fois de notre conversation, il avait l'air sincèrement en colère. Je t'ai soutenu pendant 3 ans, Amélie. C'est moi qui ramenais le plus d'argent à la maison pendant que tu faisais ton petit boulot de comptable. J'ai investi dans notre relation, dans notre avenir commun. Et maintenant qu'il y a du vrai argent sur la table, tu veux m'exclure complètement. Je n'ai jamais dit que je voulais t'exclure. J'ai dit que je voulais être intelligente. Intelligente, a-t-il ri amèrement. Être intelligente, ce serait reconnaître que c'est moi qui ai le sens des affaires. Être intelligente, ce serait faire confiance à ton mari pour t'aider à prendre les bonnes décisions financières. Mais tu préfères écouter le fantôme de ton père paranoïaque plutôt que l'homme que tu as épousé. La façon dont il a prononcé « père paranoïaque », avec tant de venin et de mépris, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'il pensait vraiment de papa, et par extension, ce qu'il pensait de moi. Très bien, ai-je dit doucement. Si c'est ce que tu veux, alors divorçons. Son expression a changé immédiatement, passant de la colère à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Bien. Je suis content qu'on puisse être mature à ce sujet. J'ai déjà parlé à quelques avocats de la procédure. Comme nous n'avons pas d'enfants et que l'héritage complique les choses, cela pourrait prendre quelques mois, mais ça devrait être assez simple.
Il était tellement confiant, tellement sûr d'obtenir une part de l'argent de papa grâce à la procédure de divorce. J'avais presque pitié de lui. Presque. Une question, ai-je dit pendant qu'il rassemblait ses papiers. Quand as-tu commencé à faire des recherches sur les avocats spécialisés en divorce? Avant ou après qu'on découvre l'existence de l'héritage? Son silence a duré une fraction de seconde de trop. Je ne vois pas ce que tu sous-entends. Je ne sous-entends rien. Je pose une question directe. Nos problèmes ont commencé bien avant l'héritage, Amélie. L'argent n'a fait que les rendre plus évidents. C'était un mensonge et nous le savions tous les deux. Mais je ne l'ai pas contredit. Au lieu de cela, j'ai souri. Le premier sourire sincère que je faisais depuis des semaines. Tu as raison, ai-je dit. Lançons la procédure de divorce. J'appellerai mon propre avocat demain. Alors que Julien se dirigeait vers notre chambre, probablement pour passer d'autres appels à son équipe juridique, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La liberté. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement où j'en étais et ce que j'avais à faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Mathieu et lui ai dit que j'avais besoin de voir l'intégralité des documents de succession immédiatement. Il y avait une urgence dans ma voix qui a dû l'inquiéter, car il a fait de la place dans son emploi du temps et a accepté de me recevoir l'après-midi même. Avant d'aller plus loin, ai-je dit dès que je me suis assise dans son bureau, j'ai besoin de savoir pour ces conditions que vous avez mentionnées. Toutes les conditions. Mon mari veut divorcer et je soupçonne que c'est lié à l'argent. Maître Mathieu a sorti l'épais dossier de mon père et l'a ouvert à une section marquée par des onglets rouges. Votre père était très explicite sur sa volonté de vous protéger, Amélie. Il est venu me voir environ 8 mois avant son décès avec des inquiétudes très spécifiques concernant votre mariage. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre d'inquiétude? Il n'a jamais rien dit de directement négatif sur Julien, mais il a posé beaucoup de questions sur la protection du patrimoine en cas de divorce. Il voulait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, les économies de toute sa vie ne tomberaient pas entre de mauvaises mains. Maître Mathieu a sorti un document que je n'avais jamais vu auparavant. Plusieurs pages d'un texte juridique dense, avec la signature de papa en bas. Il s'agit d'une disposition testamentaire spécifique, assortie d'une clause d'inaliénabilité et d'un fonds bloqué qui régit votre héritage. La structure de base est la suivante, vous ne pouvez accéder à l'intégralité de l'héritage qu'à 2 conditions précises. Il a ajusté ses lunettes et a lu directement le document. Condition 1, vous restez non marié pendant au moins une année complète après le décès de votre père. Condition 2, si vous étiez marié au moment de son décès. Le divorce doit être prononcé et vous devez être officiellement célibataire pendant un minimum de 6 mois avant que les fonds ne soient débloqués. Je l'ai fixé, mon esprit tournant à toute vitesse. Que se passe-t-il si je reste marié? L'intégralité de l'héritage est reversée à la fondation des anciens combattants et mutilés de guerre. Jusqu'au dernier centime. Votre père a été très clair sur le fait que l'argent devait aider des gens qui en ont vraiment besoin plutôt que de risquer d'enrichir quelqu'un qu'il jugeait indigne de confiance. La pièce a légèrement tournoyé sous l'impact de ses implications. Papa avait essentiellement mis en place un test. Si Julien m'aimait vraiment, il voudrait rester marié avec moi, indépendamment de l'argent. S'il n'était intéressé que par l'héritage, il pousserait au divorce en espérant toucher une compensation, et n'obtiendrait rien. Il savait, ai-je chuchoté. Il savait que ça arriverait. Maître Mathieu a acquiescé gravement. Votre père a passé des mois à peaufiner cette disposition. Il a consulté plusieurs confrères pour s'assurer qu'elle était juridiquement inattaquable. Il m'a dit qu'il espérait se tromper sur ses soupçons. Mais s'il avait raison, il voulait être sûr que vous seriez protégé. Est-ce que Julien est au courant de ces conditions? Non, à moins que vous ne le lui ayez dit. La lecture de base que nous avons faite couvrait seulement l'existence de l'héritage et mentionnait la présence de conditions. Les détails ne devaient vous être révélés qu'à vous, et seulement si certaines circonstances se présentaient. Maître Mathieu s'est penché en avant. Amélie, votre mari vous a-t-il mis la pression au sujet de l'argent? Je lui ai tout raconté. La transformation de Julien, ses projets de dépenses grandiloquents, ses recherches sur les avocats, son ultimatum. Le notaire écoutait avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de schéma. Votre père avait anticipé ce scénario à la lettre, a-t-il dit quand j'ai fini. Il a même écrit une lettre pour vous, à n'ouvrir que si vous demandiez à voir les conditions complètes du montage financier.
Il a sorti une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main si soignée de mon père. D'une main tremblante, je l'ai ouverte. La voix de papa semblait s'élever du papier. Ma très chère Amélie. Si tu lis cette lettre, c'est que mes pires craintes concernant Julien se sont confirmées. Je prie pour avoir tort, mais s'il a montré son vrai visage après avoir appris l'existence de cet héritage, alors tu dois savoir quelque chose. Le véritable amour n'a pas d'étiquette de prix. Un homme qui t'aime vraiment ne verrait jamais la mort de ton père comme une opportunité financière. J'ai passé toute ma vie à travailler pour subvenir à tes besoins. Et que je sois damné si je laisse quelqu'un se servir de ma mort pour profiter de ma fille. L'argent est à toi, ma puce, mais seulement quand tu seras libéré de quiconque pourrait le désirer plus qu'il ne te désire, toi. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton instinct. Et souviens-toi que parfois, la chose la plus aimante qu'un père puisse faire est de protéger son enfant de son propre cœur trop généreux. Je t'aime pour toujours. Papa. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je repliais la lettre. Papa savait. Il avait percé à jour le charme de Julien et démasqué l'opportuniste qui se cachait en dessous. Toutes ces questions ciblées, toute cette apparente désapprobation. C'était de l'amour, un amour protecteur et pur. Donc, si je divorce, ai-je dit en essuyant mes yeux, j'obtiens l'intégralité de l'héritage après 6 mois de célibat. C'est exact. Et Julien, en tant qu'ex-mari, n'aura aucun droit légal sur cet argent, car il n'aura techniquement jamais été à vous pendant la durée de votre mariage. L'argent reste bloqué sous la tutelle notariale jusqu'à ce que les conditions soient remplies. J'ai commencé à rire. Pas par amusement, mais face à la brillante simplicité du plan de papa. Julien pensait me manipuler pour obtenir un divorce qui lui donnerait accès à l'argent, via une demande de prestation compensatoire par exemple. Au lieu de cela, il marchait droit dans un piège qui le laisserait sans rien. Maître Mathieu, ai-je dit, je veux que vous prépariez la suite pour les démarches, et je vais m'assurer que Julien comprenne exactement ce à quoi il renonce. J'ai attendu le moment parfait pour révéler la vérité à Julien. Il affichait une confiance arrogante depuis 3 jours, depuis notre conversation sur le divorce. Il passait des appels à des cabinets d'avocats et consultait même des appartements sur Internet. Il pensait clairement m'avoir surpassé, que ses recherches et sa planification allaient porter leurs fruits sous la forme d'un chèque substantiel. L'occasion s'est présentée lorsqu'il est rentré avec une bouteille de champagne hors de prix, du Dom Pérignon, qui coûtait plus cher que notre budget course de la semaine. Quelle est l'occasion, ai-je demandé, bien que j'ai le pressentiment désagréable de déjà le savoir. J'ai parlé avec le cabinet d'avocats aujourd'hui, a-t-il dit en faisant sauter le bouchon avec une théâtralité assumée. Ils sont très confiants pour notre dossier. Apparemment, la loi française peut être assez souple quand il y a une telle disparité de niveau de vie qui se profile, même avec de l'argent hérité. Il a servi 2 coupes et m'en a tendu une. Au nouveau départ et à la liberté financière. J'ai accepté la coupe mais je n'ai pas bu. Avant de trinquer, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur l'héritage. Quelques détails que Maître Mathieu n'a pas partagés lors de notre première réunion. Le sourire de Julien a légèrement vacillé. Quel genre de détails? J'ai sorti les documents notariés. Il s'avère que papa a été plus minutieux que ce que nous pensions. L'héritage n'est pas encore vraiment à moi. Il est bloqué avec des conditions très strictes. Quelles conditions? Sa voix avait maintenant un côté tranchant. Je ne peux accéder à l'argent que si je suis célibataire. Soit je devais rester non marié pendant 1 an après la mort de papa, soit, comme j'étais marié à son décès, je dois divorcer et rester célibataire pendant 6 mois. J'ai posé les documents juridiques sur la table entre nous. Si je reste marié, jusqu'au dernier centime part à une association d'anciens combattants. La coupe de champagne a glissé des mains de Julien, se brisant sur le lino de notre cuisine. Le vin hors de prix s'est répandu sur le sol comme une flaque dorée. C'est impossible, a-t-il murmuré. Tout est écrit là, noir sur blanc. Papa a mis ça en place 8 mois avant sa mort. Apparemment, il avait des inquiétudes concernant mon mariage. J'ai soutenu son regard sans ciller. Spécifiquement, des inquiétudes te concernant. Le visage de Julien est passé par plusieurs émotions en succession rapide, incrédulité, colère, calcul, et finalement, panique. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que notre divorce ne te rapportera rien dans l'immédiat. Et qu'en fait, rester marié ne te rapportera rien non plus.
L'argent ne t'a jamais légalement appartenu. Il appartient au fonds successoral jusqu'à ce que je remplisse les conditions. Il a saisi les papiers et les a lus frénétiquement, ses yeux balayant le jargon juridique comme s'il pouvait trouver une faille par la seule force de sa volonté. Il doit y avoir un moyen de contourner ça. On peut le contester. On peut plaider l'abus de faiblesse ou l'incompétence mentale ou... Papa a été évalué par 2 psychiatres indépendants avant de valider le document. C'est inattaquable. Le changement chez Julien a été immédiat et spectaculaire. Fini l'homme d'affaires froid et calculateur qui exigeait le divorce. À sa place se trouvait un homme désespéré qui réalisait soudain que sa poule aux œufs d'or venait de s'évaporer. « Amélie, bébé, attends » a-t-il dit en essayant de prendre mes mains. Je les ai retirées. On est peut-être allé un peu vite avec cette histoire de divorce. Je veux dire, on a traversé des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arranger les choses. Vraiment ? Il y a 2 heures, tu me traitais d'égoïste et tu disais que je n'étais plus la femme que tu avais épousée. J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Sa voix a pris un ton suppliant que je ne lui avais jamais connu. Écoute, on peut aller voir un conseiller conjugal. On peut résoudre nos problèmes. Le mariage demande des efforts des 2 côtés, non ? C'était pathétique de le voir essayer de faire machine arrière. L'homme qui faisait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce depuis des semaines essayait maintenant désespérément de sauver un mariage qu'il venait de déclarer mort. Et toutes ces choses que tu as dites sur mon père ? Sur le fait qu'il était paranoïaque et pingre ? J'étais en deuil moi aussi, Amélie. J'ai dit des mots qui ont dépassé ma pensée. Ton père était un homme bien. Un homme intelligent. Peut-être trop intelligent pour son propre bien. Il a ri nerveusement. Je suppose qu'il savait vraiment comment protéger sa fille. Oui, en effet. Julien a passé l'heure suivante à essayer toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Il s'est excusé à profusion pour son comportement. Il a promis d'être d'un plus grand soutien et plus compréhensif. Il a suggéré que nous pourrions utiliser l'argent de l'héritage pour des œuvres caritatives, pour aider les plus démunis. Il a même évoqué l'idée de fonder une famille, affirmant qu'avoir des enfants nous rapprocherait. Mais il était trop tard. J'avais vu derrière le masque et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le problème, Julien, ai-je dit finalement, c'est que même si je voulais qu'on se réconcilie, je ne crois pas que je pourrais un jour te faire confiance à nouveau. Tu as passé des semaines à planifier notre divorce en secret. Tu as cherché comment obtenir un argent qui n'était même pas à moi. Tu as traité la mort de mon père et mon héritage comme une opportunité commerciale. Ce n'est pas juste. Tu l'as traité de paranoïaque pour avoir essayé de me protéger. Mais il avait raison, n'est-ce pas? Il a vu exactement qui tu étais. La dernière tentative de Julien a été de faire appel à notre histoire commune. On a eu de bons moments, Amélie. Tu te souviens de notre voyage sur la côte basque? Tu te souviens à quel point on était heureux quand on s'est mariés? C'était réel. Cette histoire d'argent a tout empoisonné. Mais on peut redevenir ce qu'on était. Mais je réalisais maintenant que ce que nous étions était probablement une illusion. Julien avait été charmant et prévenant quand il pensait que je n'étais qu'une comptable de la classe moyenne avec un avenir modeste. Dès que de l'argent véritable était entré en jeu, ses vraies priorités s'étaient révélées. Papa n'avait pas seulement protégé mon héritage. Il m'avait sauvé de gâcher ma vie avec quelqu'un qui ne m'aimerait jamais vraiment, mais n'aimerait que ce que je pouvais lui apporter. La procédure de divorce a avancé plus vite que je ne l'espérais. Une fois que l'avocat de Julien a compris les conditions de la succession et réalisé qu'il n'y avait aucune prestation compensatoire à espérer, il lui a conseillé d'accepter un divorce par consentement mutuel rapide. Soudainement, l'homme qui avait prévu de se battre pour la moitié de nos biens était pressé d'expédier la procédure. Julien a fait une dernière tentative désespérée de réconciliation la veille de notre rendez-vous final chez le juge. Il a débarqué à l'appartement, que j'avais gardé puisque son nom n'était pas sur le bail, avec des fleurs et un discours sur le fait qu'il avait réalisé ses erreurs. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit, debout sur le palier comme un représentant de commerce. À nous, à ce qui est vraiment important. L'argent ne fait pas tout, Amélie. L'amour, si. Tu as tout à fait raison, ai-je acquiescé. L'argent ne fait pas tout. C'est pourquoi je suis sûr que tu seras heureux d'apprendre que je prévois de faire don d'une part importante de l'héritage de papa à une association caritative une fois que je l'aurai reçu.
son visage a blêmi. En faire don? À la Fondation des anciens combattants. Exactement la même organisation qu'il aurait obtenue si j'étais resté marié. Ça me semble être la bonne chose à faire, pour honorer les volontés de papa. Je ne mentais pas. J'envisageais effectivement de faire une donation substantielle, bien que pas de la totalité du montant. C'est très généreux de ta part, a-t-il réussi à balbutier, bien qu'il ait eu l'air d'être sur le point de vomir. Je pensais que tu approuverais, puisque tu as dit que l'amour était plus important que l'argent. Le divorce a été prononcé un mardi pluvieux de novembre, très exactement 7 mois après le décès de papa. Julien n'a rien contesté, et j'ai gardé nos modestes biens et mon nom de jeune fille, que je n'avais d'ailleurs jamais changé. Alors que nous quittions le tribunal séparément, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. « Comment te sens-tu » a demandé Camille quand je l'ai appelé depuis le parking. « Libre » ai-je répondu, et je le pensais vraiment. La période d'attente de 6 mois a commencé immédiatement. Selon les conditions du testament, je devais rester célibataire et ne cohabiter romantiquement avec personne pendant 180 jours consécutifs avant que l'héritage ne soit débloqué. C'était comme une période de réflexion, une chance de m'assurer que je prenais des décisions basées sur mon propre jugement plutôt que sur le rebond émotionnel. J'ai bien utilisé ce temps. Je me suis plongé dans le travail, obtenant une promotion et une augmentation significative au cabinet d'expertise comptable. J'ai commencé une thérapie pour gérer non seulement la mort de mon père et mon divorce, mais aussi ces schémas profonds qui me poussaient à toujours vouloir plaire aux autres et à éviter les conflits, ce qui m'avait rendu vulnérable à la manipulation de Julien. Votre père avait l'air d'être incroyablement sage, a fait remarquer ma thérapeute, le docteur Sarah Cohen, lors d'une de nos séances. Il a créé une situation où vous pouviez découvrir la vérité sur votre mariage sans qu'il ait à interférer directement. Cela demande une retenue et un amour immense. J'ai également commencé à explorer des centres d'intérêt que j'avais réprimés pendant mon mariage. Julien avait toujours jugé ma passion pour la randonnée ennuyeuse, et mon intérêt pour la photographie comme cher et inutile. Soudainement, j'avais mes week-ends libres pour rouler jusqu'à la dune du Pilat ou dans la forêt des Landes avec mon appareil photo, capturant des paysages à l'aube. Le plus dur pendant cette période d'attente n'a pas été la solitude. C'était de gérer les tentatives de contact périodiques de Julien. Il m'envoyait parfois des SMS pour me donner des nouvelles de sa vie, mentionnant à quel point je lui manquais et me demandant si je voulais prendre un café, juste en ami. Chaque message ressemblait à un test de ma détermination. Je n'arrête pas de repenser à ce week-end qu'on a passé à Biarritz, disait un texto. Tu te souviens à quel point tout était parfait? Je m'en souvenais. Nous avions marché sur la plage au coucher du soleil, et Julien avait été inhabituellement attentionné et romantique. À l'époque, j'avais cru à de l'affection spontanée. Maintenant, je me demandais s'il se sentait coupable de quelque chose, ou s'il essayait de s'assurer de ma loyauté avant de me formuler une demande financière que j'avais oubliée depuis. J'ai appris que tu avais eu une promotion, disait un autre message. J'ai toujours su que tu étais capable de plus que ce que tu croyais. Je suis fier de toi. La présomption qu'il ait le droit d'être fier de mes réussites m'agaçait plus que ses tentatives de réconciliation. Il avait passé 3 ans à saper subtilement ma confiance en moi, suggérant que mon boulot de comptable était mignon mais pas sérieux, que je manquais d'ambition pour vraiment réussir. Maintenant que je réussissais sans lui, il voulait s'attribuer le mérite d'avoir cru en moi. J'ai complètement cessé de répondre à ses messages. Par un froid matin de février, très exactement 6 mois et un jour après que notre divorce a été acté, j'ai reçu un appel de Maître Mathieu. Amélie, toutes mes félicitations. À compter d'aujourd'hui, vous remplissez toutes les conditions requises. Souhaitez-vous prendre rendez-vous pour transférer l'héritage sur vos comptes personnels? J'étais assise dans ma voiture près d'un sentier de randonnée, sur le point de commencer une marche en solitaire dans la forêt domaniale. La brume matinale s'élevait à travers les pins et tout semblait possible. Oui, ai-je répondu. J'aimerais beaucoup. Cet après-midi-là, je suis devenu l'heureuse propriétaire de 850 000 €. Libre de toute contrainte. Sans aucune condition. Sans que personne d'autre n'ait de droit dessus. Sans avoir besoin de justifier mes décisions à qui que ce soit. La première chose que j'ai faite a été de rédiger un chèque à la Fondation des anciens combattants et mutilés de guerre pour un montant de 100 000 €. C'était la bonne façon d'honorer la mémoire de papa et l'association qu'il avait choisie comme bénéficiaire de secours.
La deuxième chose que j'ai faite a été de démissionner de mon travail et de commencer à planifier le reste de ma vie. Avec ma nouvelle liberté financière, j'ai pris le genre de décisions audacieuses que je ne m'étais jamais permis d'imaginer pendant mon mariage. La première a été de quitter complètement Bordeaux. J'avais toujours adoré le bassin d'Arcachon et l'océan, mais je n'avais jamais eu les moyens d'y vivre. Julien avait balayé ma fascination pour les villes côtières d'un revers de main, la jugeant impraticable et romantique, insistant sur le fait que nous devions rester près de la ville pour ses opportunités d'affaires. J'ai trouvé une charmante maisonnette au Cap Ferret, une petite communauté côtière où la Pinède rencontre l'océan. La maison n'avait rien d'extravagant. 2 chambres, une salle de bain, une minuscule cuisine avec des fenêtres donnant sur la plage, mais elle ressemblait au paradis comparé à notre appartement exigu de Bordeaux. Les anciens propriétaires avaient installé des puits de lumière partout, inondant chaque pièce d'une lumière naturelle qui changeait tout au long de la journée au gré des nuages filant dans le ciel atlantique. Le processus d'achat a été surréaliste. Après des années à budgétiser soigneusement chaque dépense, je pouvais simplement faire un virement pour la totalité du montant. Pas de crédit immobilier, pas de mensualité, pas de stress pour joindre les deux bouts. La maison était à moi, entièrement et pour toujours. Lors de ma première matinée au Cap Ferret, j'ai préparé du café et me suis assise sur la petite terrasse en bois surplombant la plage. Le soleil se levait, peignant l'océan dans des tons d'or et de rose. Les mouettes s'appelaient en plongeant pour attraper des poissons dans les vagues. C'était le moment le plus paisible que j'avais vécu depuis la mort de papa. La même semaine, j'ai visité le refuge pour animaux local. J'avais toujours voulu des chiens, mais Julien se prétendait allergique et avait refusé d'en discuter. Les chiens, ça coûte cher, ça salit et ça t'attache, disait-il chaque fois que j'abordais le sujet. On peut voyager plus librement sans animaux. À la SPA, j'ai rencontré Luna et Max, un duo inséparable de chiens secourus qui avaient été abandonnés quand leur vieux maître était parti en maison de retraite. Luna était un mélange de golden retriever très douce avec des poils grisonnants autour du museau. Et Max était un beagle plein de vie dont la queue n'arrêtait jamais de remuer. Ils étaient au refuge depuis 3 mois parce que la plupart des gens voulaient des chiots, pas des chiens âgés avec des problèmes médicaux. Ils sont indissociables, m'a prévenu la bénévole. Luna a de l'arthrose et a besoin de médicaments tous les jours, et Max est diabétique et a besoin de piqûres d'insuline 2 fois par jour. C'est parfait, ai-je répondu, tombant déjà amoureuse de leur bouille douce et pleine d'espoir. J'ai le temps de m'occuper d'eux correctement. Ramener Luna et Max à la maison a rempli la maisonnette d'une chaleur et d'une énergie qui me manquaient sans que je m'en rende compte. Ils me suivaient de pièce en pièce, reconnaissants pour l'attention et l'affection. Max a revendiqué le coin ensoleillé près de la fenêtre de la cuisine comme son lieu de sieste préféré, tandis que Luna préférait le tapis du salon d'où elle pouvait garder un œil sur tout. Une fois les nécessités immédiates de logement et de compagnie réglées, j'ai tourné mon attention vers quelque chose dont je rêvais depuis des années, l'art. Pendant notre mariage, Julien avait toujours été méprisant quant à mon intérêt pour la peinture. Un hobby cher pour quelqu'un qui n'est pas naturellement artiste, avait-il dit quand j'avais mentionné vouloir prendre des cours. Peut-être quand on sera plus stable financièrement. Je me suis inscrite à des cours d'aquarelle au centre culturel local, où j'ai rencontré d'autres résidents qui avaient été attirés par le Cap Ferret pour sa beauté naturelle et son rythme de vie plus lent. Ma professeure, Marguerite, était une ancienne professeure d'art plastique retraitée qui avait déménagé sur la côte pour se concentrer sur sa propre peinture. Vous avez un bon œil pour la couleur et la composition, m'a-t-elle dit après mes premières tentatives pour capturer les paysages de la baie. Avez-vous pensé à la peinture à l'huile? Cela pourrait mieux correspondre à votre style. J'ai acheté des fournitures de qualité professionnelle sans regarder les prix. Quelque chose qui aurait été impensable pendant mon mariage. Toile, pinceau, peinture, un chevalet pour la terrasse où je pouvais travailler en regardant l'océan. La liberté créative était enivrante. Mes journées ont trouvé un rythme qui me semblait naturel et apaisant. Des promenades matinales sur la plage avec Luna et Max, pendant lesquelles je ramassais des morceaux de bois flottés et des coquillages intéressants. Des après-midi passés à peindre ou à lire dans le salon ensoleillé. Des soirées à cuisiner des repas simples avec du jazz en fond sonore. J'ai rejoint le club de photographie local et j'ai découvert que mes photos de la faune et des paysages côtiers s'étaient considérablement améliorées depuis que j'avais le temps de vraiment étudier la lumière et la composition. Le club organisait des excursions le week-end dans des endroits comme les gorges du Verdon ou les Pyrénées. Des aventures que je n'aurais jamais pu vivre pendant mon mariage, car Julien se serait plaint du coût et du temps passé loin de ses projets.
Pour la première fois depuis des années, je me sentais de nouveau moi-même. Pas la femme de quelqu'un, pas la fille de quelqu'un, juste Amélie. Une femme avec ses propres centres d'intérêt, sa propre maison, ses propres choix. L'isolement qui m'avait initialement inquiété s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. J'apprenais à apprécier ma propre compagnie, à faire confiance à mon propre jugement, à prendre des décisions basées sur ce qui me semblait juste plutôt que sur ce que quelqu'un d'autre attendait. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais sentie anxieuse pour des questions d'argent, inquiète de l'approbation de quelqu'un d'autre, ou coupable d'être trop égoïste en voulant quelque chose pour moi. L'héritage de papa ne m'avait pas seulement donné une sécurité financière. Il m'avait donné l'espace et le temps de redécouvrir qui j'étais quand je n'essayais de plaire à personne d'autre. Debout sur ma terrasse un soir, regardant Luna et Max jouer dans l'écume alors que le coucher de soleil peignait le ciel de nuances improbables d'orange et de violet, j'ai ressenti très fortement la présence de mon père. Il savait exactement ce qu'il faisait avec ses conditions testamentaires. Il m'avait donné bien plus que de l'argent. Il m'avait rendu ma vie. 2 ans après avoir emménagé au Cap Ferret, j'étais assise sur ma terrasse en train de peindre la lumière du matin sur l'océan quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Mon cœur a sombré quand j'ai réalisé que c'était Julien. Il écrivait sûrement depuis un nouveau téléphone. Salut Amélie. Je sais que ça fait un bail, mais j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'ai appris par des amis communs que tu vis sur la côte maintenant. Ça a l'air génial. J'ai toujours adoré l'océan. On pourrait peut-être prendre un café un de ces 4 pour discuter. Nos conversations me manquent. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à lui dire. J'avais complètement tourné la page, et je me doutais bien que son soudain intérêt à reprendre contact avait bien plus à voir avec sa curiosité concernant ma situation financière actuelle qu'avec un véritable désir de raviver notre amitié. 1 mois plus tard, Camille est venue me rendre visite pour un long week-end. Elle était restée en contact tout au long de ma transformation, célébrant mes victoires et m'offrant son soutien lors des moments plus difficiles de l'adaptation à ma vie de célibataire. « Tu es incroyable », m'a-t-elle dit alors que nous marchions sur la plage avec Luna et Max. Pas seulement heureuse, tu as l'air d'être redevenu toi-même, comme l'Amélie que je connaissais à la fac. Eh bien, celle d'avant Julien. Je me sens moi-même, ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années. Des regrets sur le divorce, sur la façon dont tout s'est déroulé? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Aucun. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir mis autant de temps à comprendre ce que papa essayait de me dire. Ce soir-là, alors que nous partagions un dîner et du vin en regardant le coucher du soleil, Camille a abordé un sujet qui me trottait aussi dans la tête. As-tu eu des nouvelles de Julien dernièrement? Via le réseau de Bordeaux? Un peu, ai-je admis. Marc a mentionné la dernière fois qu'on s'est parlé qu'il galérait. Apparemment, il a enchaîné une série de projets commerciaux ratés après notre divorce. Son truc de rénovation immobilière ne s'est jamais concrétisé, et il a perdu pas mal d'argent dans des spéculations sur les crypto-monnaies. Camille a haussé un sourcil. Les cryptos? Ça ne lui ressemble pas. Si, quand on sait qu'il a toujours cherché des combines pour s'enrichir rapidement. Il le cachait juste mieux quand on était mariés. J'ai bu une gorgée de vin pensivement. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme chef des ventes dans une concession automobile et vivait dans un studio. Tu as de la peine pour lui? Parfois, ai-je dit honnêtement. Mais ensuite, je me souviens de la façon dont il m'a traité pendant les derniers mois de notre mariage. Comment il a planifié notre divorce dans mon dos. Comment il parlait de papa. J'ai secoué la tête. Il a fait ses propres choix. Ce que je n'ai pas dit à Camille, c'est que Julien avait en fait essayé de me contacter à plusieurs reprises au cours de ces 2 dernières années. Des messages d'anniversaire, des vœux pour les fêtes, des mises à jour occasionnelles sur sa vie qui ressemblaient à des parties de pêche pour voir où j'en étais financièrement. Chaque message révélait la même chose, il pensait toujours à l'argent auquel il avait perdu l'accès. Il se demandait toujours s'il y avait un moyen de revenir dans ma vie, et par extension, dans mon héritage. Le message le plus révélateur était arrivé il y a 6 mois. J'ai beaucoup mûri et réfléchi sur moi-même depuis notre divorce. Je réalise maintenant à quel point j'ai mal géré l'histoire de l'héritage de ton père. J'étais en deuil moi aussi et j'ai fait des erreurs. Si un jour tu es prête à parler,
j'aimerais avoir la chance de m'excuser correctement et peut-être d'essayer de redevenir ami. C'était la chose la plus proche d'un aveu qu'il ait jamais faite. Mais même ses excuses étaient calculées et égoïstes. Il n'était pas désolé de m'avoir blessé. Il était désolé d'avoir perdu l'accès à l'argent. 3 ans après la mort de papa, le jour de l'anniversaire de son décès, j'ai visité sa tombe à Bordeaux. Je faisais ce pèlerinage chaque année, apportant des fleurs fraîches et passant du temps à lui parler de l'évolution de ma vie. Je comprends enfin ce que tu essayais de faire, ai-je dit en arrangeant les jonquilles qu'il avait toujours aimées près de sa pierre tombale. Tu ne protégeais pas seulement l'argent. Tu me protégeais pour m'éviter de me contenter de quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment. Le vent a fait bruisser les vieux chênes du cimetière, et l'espace d'un instant, j'ai presque pu entendre sa voix. Tu mérites mieux que ça, ma puce. Tu l'as toujours mérité. Je suis heureuse, papa, ai-je continué. Vraiment, sincèrement heureuse. J'ai une maison que j'aime, un travail qui m'épanouit, des amis qui m'apprécient pour ce que je suis. J'apprends à peindre. Je voyage. Je fais des choix en fonction de ce que je veux, plutôt qu'en fonction de ce que quelqu'un d'autre attend de moi. L'héritage ne m'a pas seulement donné une sécurité financière. Il m'a donné la chance de découvrir qui je suis vraiment. Alors que je rentrais au Cap Ferret ce soir-là, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait radicalement changé. La femme effrayée et incertaine qui s'était assise dans le bureau de ce notaire il y a 3 ans ne ressemblait plus du tout à la personne confiante et indépendante que j'étais devenue. L'héritage de papa ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de reconnaître ma propre valeur, d'apprendre à faire confiance à mon instinct, et de comprendre que le véritable amour ne vient ni avec des conditions ni avec des calculs. Il avait percé le charme de Julien pour voir l'opportuniste qui se cachait en dessous, et il avait imaginé un moyen de me protéger sans me contrôler. Le testament ne m'avait pas forcé à divorcer. Il avait simplement créé une situation où les vraies priorités de Julien se révéleraient d'elles-mêmes. S'il m'avait sincèrement aimé, il aurait été heureux de ma chance et aurait soutenu une gestion financière prudente. Au lieu de cela, il avait abattu ses cartes en voyant immédiatement mon héritage comme son opportunité. Maintenant installé dans ma petite maison, avec Luna qui ronfle doucement à mes pieds et Max recroquevillé dans son fauteuil préféré, je ne ressens rien d'autre que de la gratitude. De la gratitude pour la sagesse et la clairvoyance de papa. De la gratitude pour la sécurité financière qui m'a permis de faire des choix basés sur ce qui me semblait juste, plutôt que sur ce que je pouvais me permettre. De la gratitude pour l'expérience, douloureuse mais nécessaire, qui m'a appris à qui je pouvais faire confiance et à qui je ne pouvais pas. Plus que tout, j'étais reconnaissante d'avoir enfin compris qu'être seul n'est pas la même chose qu'être isolé, et que parfois, la chose la plus aimante que quelqu'un puisse faire est de vous donner l'espace et les ressources pour vous sauver vous-même. Quant aux autres personnages de mon histoire, Julien continue de travailler à la concession automobile, envoyant toujours des messages occasionnels que je ne lis plus. Camille reste ma meilleure amie et me rend visite 2 fois par an. Maître Mathieu a pris sa retraite, mais m'envoie toujours des cartes de vœux. Et papa, où qu'il soit, a enfin la paix de savoir que sa fille est exactement là où elle doit être. Libre, indépendante, et entourée d'un amour qui ne demande rien en retour, si ce n'est la chance d'être authentique.